Bonjour à tous, on va commencer notre réunion de ce jour. On va commencer par s'excuser pour ce retard. On commence avec à peu près 20 minutes de retard, c'est lié à un problème de la technique. On va essayer de nous rattraper assez rapidement dans la présentation. Donc, je suis le docteur Gorbin Daye, assistant senior au département de médecine interne des cliniques universitaires de Kinshasa. Donc, avec le groupe Substance Grise, on s'est convenu pour se parler aujourd'hui du diagnostic et de la prise en charge de la goutte. Je sais qu'on est en face, pour la plupart des étudiants en médecine, médecins généralistes qui sont connectés à la réunion et certains spécialistes aussi. J'ai vu certains profs connectés que je salue. Je n'ai aucun lien d'intérêt par rapport à cette présentation. Voilà le plan. On parlera brièvement d'une introduction et des rappels. Ensuite, on abordera les vifs du sujet, c'est-à-dire la physiopathologie, et c'est-à-dire le diagnostic et le traitement. Alors, c'est quoi la goutte? La goutte, c'est une dyspyrénie, comme vous connaissez. Donc, on a un trouble du métabolisme des bases puriques qui constituent, dont on sait qu'ils constituent l'ADN et les noyaux cellulaires et qui aboutit ensuite à une hyperuricémie. Donc, c'est aussi une arthropathie microcristalline qui est caractérisée par des accès articulaires aigus inflammatoires. Habituellement, ces accès articulaires sont colchico-sensibles, c'est-à-dire qu'ils répondent au traitement par colchicine. Ils sont spontanément résolutifs, c'est-à-dire qu'une crise de goutte en 10-14 jours, 2 semaines, la crise est spontanément résolutive, même sans traitement. Elle est due à une précipitation des microcristaux d'urate de sodium dans l'articulation, mais aussi dans les parties molles autour de l'articulation. Alors, il faut dire que la goutte, c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. En France, par exemple, la prévalence est estimée à peu près à 1% de la population générale, selon les dernières études du professeur Bardin. L'hyperuricémie en elle-même touche environ 20% de la population adulte en France. Et aux USA, selon la dernière, si on voit la dernière publication de Kevin Yip 2020, on considère que l'hyperuricémie touche à environ 38 millions de personnes, sachant que la population américaine tourne autour de 331 millions de personnes. Et si on considère que les adultes, on est à peu près sur les mêmes proportions qu'en France, autour de 20% de la population générale. Donc c'est un véritable problème de santé publique. On sait aussi que l'hyperuricémie peut évoluer pendant plusieurs années, 10-15 ans, de façon asymptomatique, et que l'apparition de la maladie goutteuse ne s'est fait que plus tard. Donc, on sait d'ailleurs aussi que certains patients ou certaines personnes qui font de l'hyperuricémie ne développeront probablement pas ou probablement jamais la maladie goutteuse. Donc, l'acide urique, c'est quoi? C'est le catabolite ultime du métabolisme de purine, donc des bases puriques. On sait que les bases puriques ont 3 origines. On a la purinosynthèse de novo dans l'organisme qui se fait à partir du précurseur qu'on appelle le phosphoribosyle pyrophosphate qui se trouve être le précurseur de la synthèse de toutes les bases puriques. On a le catabolisme de nucléoprotéines endogènes. Ensuite, le catabolisme des acides nucléiques exogènes, surtout ceux que l'on retrouve dans l'alimentation. Donc, les aliments qu'on appelle les aliments pyrinophores. Et la régulation de cette synthèse des bases puriques s'est faite grâce principalement à une enzyme qui se trouve sur la diapositive. Donc, l'hypoxanthine guanine pyrophosphate transaminase. Il y a aussi l'adénosine pyrophosphate transférase qui se trouve être l'enzyme de base de la production des bases puriques. Donc j'ai mis ce schéma à dessin pour vous montrer un peu là avec
la souris la place de l'enzyme de l'hypoxanthine guanine phosphoribosyle transférase qui est là. Et on sait que le déficit de cette enzyme, un déficit partiel ou total de cette enzyme, décrit pratiquement la maladie qu'on appelle le syndrome de Lesch-Nyhan. On voit bien que sur le schéma, on a la guanosine et l'inosine qui, dans leur dégradation, vont aboutir à la synthèse de la xanthine et la xanthine oxydase qui produira de l'acide urique. Et que, partant de ces purines, la guanine, par exemple, ou l'hypoxanthine de l'autre côté, si on n'a pas l'activité de cette enzyme, l'hypoxanthine guanine transférase, toute la voie ou tout le schéma va vers la xanthine, puis l'acide urique, donc accumulation de l'acide urique, des gouttes assez sévères de ce syndrome de Lesch-Nyhan que l'on connaît. Donc, il m'a paru aussi, en tout cas très important, de vous dire qu'on est de plus en plus d'accord aujourd'hui pour dire que la goutte, c'est une maladie rénale. Le problème principal est au niveau rénal, c'est-à-dire que pour un individu normal, une augmentation de la quantité ou de la production de l'acide urique dans le sang va aboutir à une adaptation au niveau rénal, c'est-à-dire à l'augmentation de l'excrétion rénale de l'acide urique ou des urates chez les patients goutteux. Chez les patients goutteux, on sait qu'ils perdent cette capacité d'adaptation, d'augmentation de l'excrétion rénale. Pourquoi on parle ici d'un problème au niveau du transportasome rénal? Le transportasome, c'est l'ensemble des protéines qui participent à l'élimination ou aux différents mouvements de l'acide urique au niveau rénal, essentiellement sur le tube contourné proximal. On cite par exemple l'URAT1, on cite par exemple le SCL22, A12, SCL2A9, on a aussi ABCG2. C'est l'ensemble de ces protéines qui participent au mouvement, en fait, dans un sens comme de l'autre, de l'acide urique pour permettre soit sa réabsorption, soit son élimination dans un sens comme dans l'autre. Des problèmes d'ordre génétique, c'est-à-dire un polymorphisme génétique des gènes qui codent pour ces protéines, peut expliquer l'incapacité ou la difficulté quand le patient goutteux a éliminé de l'acide urique lorsque la production augmente. Donc lorsqu'on a une augmentation de l'apport exogène des purines ou une augmentation de l'apport endogène des purines par la dégradation des nucléoprotéines de l'organisme, lorsque au niveau de la diète, on a une augmentation ou une prise importante d'aliments qu'on appelle les aliments purinophores dont on a parlé, cette incapacité du rein à éliminer le surplus d'acide urique explique de façon générale chez la plupart des patients ce problème goutteux. Alors, cet acide urique qui n'est pas éliminé par les reins et qui reste dans le sang et dans le plasma et qui s'accumule, se dépose où essentiellement? On voit un peu sur l'image de gauche que là, on a une image d'arthroscopie du genou où on a des dépôts de cristaux d'urate sur le cartilage. On a sur l'image d'à côté cette image où on voit des dépôts qui sont en vert du scanner double énergie. C'est le scanner DSCT double énergie qui est aujourd'hui utilisé dans le diagnostic et même dans le suivi des patients goutteux. On a les dépôts articulaires de ces cristaux monosodiques d'urate de sodium. On a aussi des dépôts tendineux. Là, on voit par exemple, toujours sur ce scanner double énergie, que les dépôts peuvent se faire sur le tendon d'Achille, en l'occurrence ici sur cette image. Et on peut avoir des dépôts de cristaux de rein. On sait bien que les patients goutteux font souvent des cristaux rénaux qui peuvent donner des tableaux de colique néphrétique. Alors, d'un point de vue physiopathologique, comment on aboutit à la crise de goutte? Donc, on sait que l'hyperuricémie peut évoluer pendant plusieurs années. La présence des hyperuricémies seule ne suffit pas à avoir la crise de goutte. L'hyperuricémie constitue tout simplement le premier signal. Plus on a une accumulation d'acide urique dans le plasma sanguin, à un certain taux, on sait que pour l'acide urique, c'est à peu près 400 micromoles par litre. L'acide urique précipite sous forme de cristaux d'urate. Mais ces cristaux d'urate qui précipitent dans les articulations et dans les parties molles, notamment les tendons ou
ou les ligaments périarticulaires, il faut un deuxième signal. En plus de la présence du cristaux, il faut un deuxième signal pour aboutir à la crise de goutte. Vous voyez bien sur l'image que pour aboutir à la crise de goutte, le deuxième signal, c'est quoi? Généralement, ça pourrait être tout simplement une infection. C'est pour ça que pour les patients hospitalisés, surtout, ils font des crises de goutte au décours des infections. Le deuxième signal pourrait être aussi une modification de la concentration d'acide gras dans le sang venant de l'alimentation. Le deuxième signal pourrait être un traumatisme. La présence de ce deuxième signal fera donc entrer le patient vers la voie de l'inflammasome. On la voit bien, c'est la voie NLRP3. Et c'est la voie de l'inflammasome qui déclenche la cascade inflammatoire qui aboutira alors à la crise de goutte avec activation de différentes cytokines pro-inflammatoires, dont la principale, c'est la transformation ou le passage de la pro à l'interleukine 1B à l'interleukine 1B, qui se trouve être l'enzyme principale qui déclenche l'inflammation liée à la crise de goutte. Et on voit bien sur ce schéma qu'il y a une participation de neutrophiles. Toutes ces cytokines pro-inflammatoires qui sont produites au cours de cette crise de goutte vont entraîner un chimiotactisme et un appel des neutrophiles sur le site de l'inflammation, au niveau de l'articulation, bien sûr. Et ces polynucléaires neutrophiles vont libérer ce qu'on appelle des nets. On parle ici alors de la nétose des polynucléaires neutrophiles qu'on connaît tous, qui a été bien décrit dans la physiopathologie du lupus. Donc, c'est des filaments de chromatine qui sont libérés par les polynucléaires neutrophiles pour pouvoir contenir l'inflammation. C'est pour ça que la crise de goutte, elle débute d'elle-même, elle est autorégulée, cette crise de goutte, jusqu'à pouvoir s'arrêter. Au bout de 10-14 jours, la crise de goutte s'arrête tout seul. Et on sait que l'arrêt ou le stop de cette crise viendrait de l'action de la nétose neutrophilique qui arrêterait l'inflammation. Donc, voilà, cette image sur le schéma, on voit bien cette nétose, cette apparition des filaments de chromatine que libèrent les polynucléaires neutrophiles pour pouvoir estomper l'inflammation de la crise goutteuse. Donc elle est autorégulée, elle débute elle-même par un premier puis un second signal et ensuite son autorégulation fait en sorte que les filaments de chromatine par la nétose du polynucléaire neutrophile vont finir par arrêter cette cascade inflammatoire et bloquer la voie de l'inflammation. Alors, du diagnostic. Concernant le diagnostic, je vous montre sur le schéma de droite les articulations qui sont pratiquement les plus touchées dans la crise de goutte. C'est facile de poser le diagnostic de crise de goutte chez un patient qui est connu goûter, qui a déjà fait des crises de goutte dans le passé. Les articulations sont touchées. Les patients, ils peuvent vous dire vous-même où ils le savent. Mais les articulations les plus touchées, c'est surtout les articulations des membres inférieurs. On a le tarse, on a la première MTP, le genou. Pratiquement jamais la première crise inaugurale touchera l'épaule ou la hanche. On a des cas où c'est le coude ou les petites articulations des mains. Voilà. Donc il y a une séquence très évocatrice qui décrit une atteinte microcristalline. On a un prodrome, parfois c'est des picotements au niveau de l'articulation qui est touchée. On a la crise est survenue brutale, surtout le matin, au champ du coq. L'acmé de la crise, l'acmé, c'est-à-dire le pic de la crise, survient 12 heures après le début. Le patient est déjà très douloureux et on a des signes inflammatoires locaux autour de l'articulation atteinte. Je vous précise seulement ici que on sait que la crise de goutte touche souvent la première métatarso-phalangienne, mais 25% d'atteinte de cette articulation ne sont pas du tout des crises de goutte. Alors, sur cette image, on voit bien les cristaux sur microscopie normale et avec lumière polarisée. Là, on voit bien la birefringence des cristaux d'urate qui sont en forme d'aiguille. C'est la clé du diagnostic. Donc la mise en évidence des cristaux d'urate dans l'articulation, c'est monophosphate sodique d'urate, vous fait poser le diagnostic directement de la goutte sans tergiversation. Et
Dans certaines situations, il est impossible de retrouver ces cristaux. Lorsqu'on ne peut pas avoir des cristaux, les Néerlandais ont mis en place ce score qu'on appelle le score de Nijmegen, qu'il faut connaître, qui permet en tout cas d'évoquer le diagnostic de crise de goutte avec une probabilité supérieure à 80%. On voit bien les éléments que le sexe masculin est beaucoup plus touché que le sexe féminin, c'est pour ça qu'on donne 2 points. Si déjà le patient a un antécédent de crise de goutte, c'est encore plus facile. L'apparition de la totalité ou du maximum de la crise en moins de 24 heures. Je vous ai dit que l'acmé de la crise apparaissait en 12 heures. Une rougeur autour de l'articulation est un élément en faveur. L'atteinte de la première métatarso phalangienne, même si on sait que dans un cas sur 4, cette atteinte de la métatarso phalangienne n'est pas forcément une crise de goutte et qu'il faut réfléchir à retrouver d'autres causes. La présence de l'hypertension ou d'une atteinte cardiovasculaire est un élément aussi en faveur, et une uricémie supérieure à 350 micromoles par litre. Donc, la crise de goutte, elle est improbable lorsqu'on a moins de 4 points par rapport à ce score de Nijmegen. Et là, je vous ai mis le score ACR-ELAR 2015 avec tous les points. Les éléments entre le score de Nijmegen et le score d'ACR-ELAR sont pratiquement les mêmes. Ici, on évoquera plus la crise de goutte si on a à peu près 8 points par rapport au score ACR-ELAR. Vous pouvez revoir dans la diapositive. Alors, toujours par rapport au diagnostic, la radiographie, elle est très importante parce qu'elle nous permet de voir des images plutôt typiques que l'on ne voit que dans la crise de goutte. Sur l'image de droite, par exemple, on voit bien le tophus goûté sur la première MTP avec des images de destruction articulaire. On a une érosion totale ici de l'IPP de la première avec un tophus goûteux autour. Cette image, on ne la voit pratiquement que dans la crise de goutte. Ici, sur l'image de gauche, on voit bien la destruction articulaire sur la première MTP avec une lyse articulaire et une atteinte des parties molles autour. Donc la radiographie, elle est très importante. Sur ces images-là, on voit pratiquement la même chose sur l'image de droite, où on voit bien le tophus goûteux avec la destruction articulaire qui a commencé là par une géode. On aura finalement une effraction au niveau de la corticale, à ce niveau-là. Voilà. Et aussi sur la 5e, on a l'atteinte des parties molles ici, qui est vraiment très évocateur, qu'on ne voit pas sur d'autres rhumatismes inflammatoires. Une atteinte de la 5e, comme ça par exemple, pourrait faire évoquer une polyarthrite rhumatoïde, mais l'atteinte des parties molles autour fait plus évoquer le diagnostic de goutte. C'est la même chose qu'on voit ici sur cette radiographie de profil du coude, qu'on a un tophus goûteux derrière le crâne qui est totalement détruit avec les images de destruction articulaire sur le crâne qui est pratiquement brouté ou détruit. Donc là, on a la fameuse image du pied hérissé caractéristique de la goutte avec une destruction articulaire des articulations du médio et de l'arrière-pied. Toujours dans le diagnostic, je vous ai mis ces images parce qu'ils sont importantes. Vous avez vu que dans le score ACR-ELAR et même dans le score ACR-ELAR, il y a la participation de l'échographie. L'image échographique en double contour est une image plutôt caractéristique de la goutte. On la voit aussi dans les autres rhumatismes microcristallins. Mais vu le contexte, qu'on voit cette image en plus à l'échographie, on peut faire le diagnostic. Et sur l'image de droite, on voit bien des dépôts d'UMS, d'urate monosodique, au niveau des articulations, notamment de la première métatarso-phalangienne sur ce scanner 2ECT. Donc, je rappelle aussi que ces signes sont présents chez 10 à 40% d'hyperuricémiques asymptomatiques. Les patients, les personnes hyperuricémiques peuvent avoir ces dépôts sans avoir de crise. Je leur rappelais que pour avoir la crise, il faut un premier puis un deuxième signal. Alors, concernant le traitement, on parlera d'abord du traitement de la crise, ensuite du traitement de fond. Le traitement de la crise,
Qu'est-ce qu'on dit de ce traitement de la crise? Je rappelle d'abord qu'il faut pouvoir gérer les facteurs déclenchants, c'est-à-dire les infections qui déclenchent le plus souvent, les facteurs traumatiques, les facteurs alimentaires. Donc l'éducation du patient est importante. Certains médicaments aussi. Voilà. Je vous ai mis ici sur l'image, pour ceux qui sont sur Zoom, qui voient ces dernières recommandations de la Société française de rhumatologie qui balayent un peu pratiquement tout sur le traitement hypouricémien de la goutte. Ce serait intéressant d'aller le lire. C'est les éléments du traitement, nous les avons pris d'ailleurs là à l'intérieur. Il y a aussi les dernières recommandations de la Ligue européenne de rhumatologie qui ont été publiées en 2016. Vous verrez que pratiquement c'est les mêmes noms qui ont participé à cette élaboration. Alors, le traitement de la crise, on a 5 possibilités. On a la colchicine, qui est ce traitement qui est bien connu, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, par voie générale et par injection locale. Et on peut aller jusqu'aux anti-IL-1. Alors, point très important pour cette présentation, c'est que l'ancien schéma qu'on connaissait, le schéma 3-2-2-1 de la colchicine, on donnait 3 mg le premier jour, ensuite 2 mg deuxième, 2 mg troisième jour, ce schéma-là est à oublier. Selon ces recommandations, déjà, il faut débuter le traitement le plus vite possible. La dose de 3 mg, elle n'est plus à donner. Il faut donner 1,5 mg par jour. Le premier jour, c'est 1 mg, puis 0,5 mg une heure après. Ensuite, le jour qui suit, c'est 0,5 mg 2 ou 3 fois par jour en fonction des caractéristiques de votre patient. Sans oublier tenir compte de la fonction rénale de votre patient. Alerte sur la diarrhée. On sait que la colchicine, elle cause la diarrhée. C'est le premier symptôme d'intoxication. Si votre patient fait de la diarrhée, soit vous réduisez la dose ou carrément vous l'arrêtez. Pourquoi la dose de 3 mg, l'ancienne dose qu'on donnait, il ne faut plus la donner? C'est cette étude donc, que je vous ai mis là avec ces deux schémas. C'est une étude américaine où ils ont comparé la faible dose de colchicine, donc celle que je viens de vous présenter, c'est la dose de 1,2 mg puis 0,6. C'est parce qu'aux États-Unis, la colchicine, elle se présente sous la forme de 1,2 mg et non sous la forme de 1 mg. Donc, on est toujours dans les mêmes standards. Donc, ils ont donné dans cette étude, déjà, en répartissant les patients en 3 classes, il y avait les groupes de la faible dose, c'est-à-dire 1,2 puis 0,6 une heure après. Il y avait un autre groupe où ils ont donné 4,8 mg, c'est-à-dire 1,2 mg toutes les 6 heures. Et l'autre groupe, c'était les placebos qui n'ont pratiquement rien reçu. Quels ont été les résultats? D'abord, sur le plan de la réponse thérapeutique, ici, qu'ils avaient défini comme la baisse de la douleur d'environ 50% en 24 heures. On voit bien que le groupe qui a reçu la faible dose, c'est-à-dire le groupe qui a reçu 1,2 puis 0,6 mg, fait mieux sur le plan de la réponse thérapeutique, ou à peu près comme le groupe qui a reçu la dose de 4,8 mg. Et sur le plan, surtout de la tolérance, c'est ce qui est intéressant, on voit bien que la tolérance, elle est meilleure chez les patients qui ont reçu la faible dose par rapport à ceux qui ont reçu la forte dose. On a une meilleure tolérance avec une efficacité thérapeutique qui est la même, sinon légèrement plus importante. Donc, voilà, il n'y a plus aucune raison à ce jour de donner des fortes doses de colchicine aux patients pour soigner la crise de goutte. Il faut donner maximum 1,5 mg aux patients. Ensuite, concernant toujours la colchicine, faire attention aux autres médicaments qui sont métabolisés au niveau hépatique en utilisant les cytochromes P453A4P. On sait par exemple que les patients greffés qui sont sous cyclosporine, de grâce, ne leur donnez pas de la colchicine. Vous avez d'autres possibilités thérapeutiques. On a parlé pour le traitement de la goutte qu'il y avait de la colchicine, il y avait les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on ne donnera pas dans ce contexte aussi, mais on a les corticoïdes, on a les anti-IL-1 qu'on peut utiliser pour traiter la goutte. Donc des patients qui sont greffés rénaux, qui sont sous cyclosporine, ne leur donnez pas de la colchicine. Les patients sous macrolide, ici, c'est la clarithromycine, il ne faut pas leur donner de la colchicine. Les patients sous kétoconazole, c'est
antifongiques, il ne faut pas leur donner. Les patients qui sont sous ritonavir, on a chez nous les patients sous ritonavir, notamment patients VIH, évitez de leur donner la colchicine. Faire attention, parce qu'on est là sur la case jaune chez les patients qui sont sous anticalciques non dihydropyriniques, verapamil, diltiazem, ne pas leur donner de la colchicine. Alors, après avoir soigné la crise, qu'est-ce qu'on fait après par rapport à la colchicine? Je vous ai mis cette étude qui a été publiée en 2019. C'est l'étude Low Dose of Colchicine. Alors, cette étude, donc je vous la mets là. Cette étude a été utilisée chez des patients coronariens connus mais stables. Donc, à qui, après la crise de goutte, on a maintenu la colchicine pendant 6 mois. Donc, on a donné une petite dose de colchicine, 0,5 mg tous les jours, pendant 6 mois à ces patients. Et on a regardé, après 6 mois, en les comparant à d'autres patients de la même catégorie à qui on n'avait pas donné de la colchicine. Vous voyez bien, l'étude a concerné plus de 5000 patients. Et quels ont été les résultats? Je voulais souligner en bleu là, le maintien de la colchicine ou la prise de colchicine pendant 6 mois chez des patients coronariens stables réduit le risque d'apparition d'événements cardiovasculaires majeurs de 30%. Quels sont ces événements cardiovasculaires majeurs qu'ils ont utilisés dans cette étude? C'était des événements cardiovasculaires majeurs durs. C'était des critères durs, c'était l'arrêt lié à une atteinte cardiovasculaire, c'était l'infarctus du myocarde, c'était l'AVC ischémique ou carrément la mort. Donc 30% des risques en moins chez ces patients de faire un événement cardiovasculaire majeur. Donc lorsque vous avez donné de la colchicine à un patient pour lever la crise, ensuite, si votre patient est cardiovasculaire, est tendance cardiovasculaire, laissez-lui la colchicine s'il n'y a pas de contre-indication, s'il n'y a pas d'intoxication, une petite dose 0,5 mg tous les jours pour pouvoir faire bénéficier à ces patients du risque réduit cardiovasculaire. Vous pourrez regarder aussi sur PubMed, il y a de plus en plus d'études qui paraissent atteinte cardiovasculaire et colchicine. Je pense que nos collègues cardiologues se saisiront aussi de cette information et de cette opportunité. Donc, en dehors de la colchicine, je vous ai mis ici les deuxièmes molécules, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, cet essai clinique Contact qui a comparé le naproxène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, à la colchicine. Quelle est la conclusion de cette étude? Je vous mets juste la conclusion. Après 7 jours de prise de traitement, le naproxène fait aussi bien du point de vue de la réponse thérapeutique que la colchicine. La colchicine n'est pas supérieure à l'anti-inflammatoire non stéroïdien, ici en l'occurrence le naproxène. Colchicine n'est pas supérieure, mais le naproxène fait mieux sur le plan de la tolérance. Moins d'effets indésirables sous naproxène par rapport à la colchicine. On rappelle ici que les patients qui ont été sélectionnés pour prise de naproxène, c'était des patients qui n'avaient pas de contre-indications anti-inflammatoires. On ne les donnera que chez ce groupe de patients-là. Le naproxène fait aussi bien que la colchicine pour le traitement de la crise et le naproxène fait moins d'effets indésirables que la colchicine. Donc c'est une alternative à utiliser. On peut l'utiliser en première ligne si on veut chez un patient qui n'a pas de contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc je mets là ce schéma un peu qui nous fait un peu un rappel du traitement de la crise. C'est très important. On voit bien qu'on a 5 possibilités thérapeutiques, colchicine, AINS, les corticoïdes. J'en ai pas encore parlé, mais on peut les utiliser par voie générale. Des essais cliniques ou des études ont été publiées qui ont prouvé l'efficacité des corticoïdes devant les crises de gouttes, 30-35 mg par jour pendant environ 5 jours. Ne pas oublier qu'on peut faire des combos thérapies, combiner les traitements colchicine, prédnisone par exemple chez des patients dont on a du mal à lever la crise ou chez des patients qui sont goutteux depuis plusieurs années avec des tophus goutteux. Donc, vous pouvez combiner les traitements pour la crise de goutte pour avoir une meilleure réponse. On combinera par exemple colchicine, prédnisone par voie générale, colchicine, infiltration de corticoïdes pour pouvoir lever le plus rapidement la crise.
Mais dans le contexte où on a une contre-indication à la colchicine, contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on ne peut pas donner des corticoïdes, par exemple parce que votre patient est en plus diabétique avec une hémoglobine glyquée supérieure à 8%, on a la possibilité d'utiliser les bloqueurs de l'interleukine 1, les anti-interleukine 1 qu'on peut utiliser. On ne les a pas à disposition dans notre milieu, mais on sait que ça existe et on les utilise. Ce tableau veut juste montrer que cette possibilité-là existe, les bloqueurs de l'interleukine 1. On utilise le Kineret, anakinra, qui a une demi-vie assez courte, qui pourrait justifier l'usage d'un anti-IL-1 dans le traitement de la crise, où on ne peut pas utiliser les autres possibilités thérapeutiques. L'autre anti-IL-1, le canakinumab, sa place n'a pas vraiment sa place dans le traitement ici de la crise de goutte. Pourquoi? Tout simplement parce que le canakinumab a une demi-vie d'environ 4 semaines. On sait que la crise de goutte, elle s'élèvera en 2 jours. Il n'y a aucune raison de l'utiliser dans ce contexte. Donc, je rappelle aussi, ici, sur cette diapositive, faire attention à l'atteinte rénale dans l'utilisation de la colchicine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ne pas oublier qu'il y a d'autres possibilités thérapeutiques, notamment les corticoïdes qui font très bien. Faire attention aux médicaments qui passent par les cytochromes P450, 3A, 4, qu'il ne faut pas du tout associer, de grâce n'est pas les associer à la colchicine parce qu'on augmente là alors les risques d'intoxication à la colchicine. Alors, qu'en est-il de traitement de fond? J'en ai cité 3 là, on parlera de l'allopurinol, du Febuzosta, l'adénurique qui est vendu dans notre milieu, et les uricosuriques. On parlera beaucoup plus des luricases ici, sachant que les probénécides ne sont plus commercialisés et que le Benz Bromaron, dans notre milieu, il n'est pas commercialisé. Et en plus, même en Europe, ce médicament-là est vraiment prescrit dans le milieu tertiaire. Il nécessite une prescription spéciale. Alors, concernant le traitement de fond, on est ici dans la logique aussi du treat to target. Il faut déterminer une cible avant de soigner votre patient. Ici, c'est plus facile. On parle du treat to target dans la polyarthrite rhumatoïde, on le sait bien, avec comme cible des critères composites d'évaluation. Ici, c'est encore plus facile dans la goutte parce que notre critère d'évaluation est un critère biologique unique, facile à suivre. Donc, vous déterminerez votre critère d'évaluation à 5 mg par décilitre pour un patient goutteux, chronique, qui est cardiovasculaire. Vous mettrez votre cible à moins de 5 mg par décilitre et à 6 mg par décilitre pour un patient goutteux plutôt jeune qui n'a pas beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires. Faire attention aux traitements, notamment les diurétiques, les lances ou les thiazidiques qui peuvent exposer à l'augmentation de l'uricémie, donc plus tard à une crise de goutte. On pourrait remplacer ces traitements-là, par exemple, par du losartan ou des anticalciques d'hydropyrinique qui ont en plus un effet uricosurique. Donc, selon les recommandations, on verra sur la diapositive suivante, mais selon les recommandations de la Société française de rhumatologie, contrairement à ce qui était dit dans le passé, on mettra un traitement hypouricémiant ici dès la première crise. Dès que vous faites le diagnostic de goutte, vous mettez directement un traitement hypouricémiant, contrairement à ce qui se disait dans le passé. Il ne fallait pas mettre le traitement hypouricémiant à la première crise, qu'il fallait attendre au moins la deuxième crise parce qu'on savait que le patient ne référait pas forcément une autre crise de goutte. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas mis aussi dans mes diapositives, on sait de plus en plus, ça se dit dans tous les milieux, que l'acide urique, l'hyperuricémie seule est un facteur de risque cardiovasculaire et un facteur de risque de mortalité. On mettra notre cible inférieure à 5 mg pour un patient qui serait cardiovasculaire, beaucoup plus avec une goutte chronique. On est beaucoup plus drastique, beaucoup plus stringent pour un patient plus jeune, avec moins d'événements cardiovasculaires, 40 ans, qui n'a rien d'autre. On pourra mettre une cible de 6 mg par décilitre qu'on ne devra pas dépasser. Donc, les traitements
hypouricémien qu'on utilisera en premier, c'est bien sûr l'allopurinol. Je passe à la deuxième diapositive pour vous montrer un peu comment réfléchir et comment décider en fonction du risque cardiovasculaire du patient, mais aussi en fonction de la fonction rénale. Vous êtes devant un patient chez qui vous avez fait le diagnostic de la goutte, initiez directement un traitement hypouricémien. On n'attendra pas la deuxième crise parce qu'on sait que l'hyperuricémie est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. On les cite parmi les facteurs de risque cardiovasculaire émergents et c'est un facteur de risque indépendant de mortalité. Pour des patients qui ont une fonction rénale normale, un DFG supérieur à 60, on débutera assez facilement l'allopurinol. Posez toujours la question en rapport avec les allergies du patient. S'il y a une allergie à l'allopurinol, il ne faudra pas donner à ce patient-là, on pourra passer au febuxostat. Pour les patients qui sont cardiovasculaires d'emblée, on sait que l'allopurinol et le febuxostat sont des inhibiteurs de la xanthine oxydase. On a vu le schéma au départ. On préférera le febuxostat, on évitera le febuxostat chez des patients cardiovasculaires parce qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait une augmentation du risque de mortalité chez les patients cardiovasculaires qu'on mettait sous febuxostat. L'étude est en libre accès sur pub, même vous pouvez le regarder. Donc, chez des patients qui ont un DFG entre 60 et 30, on peut toujours utiliser de la colchicine, mais on débutera par 50 mg. Ou carrément, on mettra du febuxostat à 80 mg. Et pour des patients qui ont un DFG inférieur à 30 par millilitre, on évitera de la colchicine, on mettra du febuxostat. Et pour ceux qui ont un DFG normal, on peut commencer soit à 50, soit à 100 mg. Donc, on débute par 50-100 mg, on réévalue toutes les 2 à 4 semaines et on augmente progressivement la dose jusqu'à atteindre la dose qui nous fait atteindre notre objectif de départ. Je disais soit inférieur à 5 mg par décilitre ou inférieur à 6 mg par décilitre. Sachant que pour l'allopurinol, la dose maximale est de 900 mg. Si on n'a pas de contre-indication, on peut atteindre cette dose-là. Et que pour le febuxostat, on a une dose maximale à 120 mg à ne pas dépasser. Je rappelle juste que pour le febuxostat, l'adénurique, on introduit le traitement vraiment par titration. C'est un traitement qui peut baisser drastiquement ou très rapidement l'uricémie. Et le risque chez certains patients, c'est qu'en baissant aussi rapidement l'uricémie, que l'on fasse au niveau des dépôts des cristaux qui sont dans l'articulation, qu'on puisse mobiliser les cristaux et faire une crise à un patient. Donc il faudra faire attention à ce traitement-là, l'introduire très progressivement. Généralement, on donne 80 mg tous les 2 jours, mais au début du traitement, vous pouvez vraiment donner une seule dose par semaine. Ensuite, vous passez à 2 doses par semaine, jusqu'à atteindre la dose de 80 mg à donner tous les 2 jours. Donc, voilà pour le traitement. Et je rappelle ici qu'on n'introduit pas le traitement de fond. Il ne doit pas être introduit pendant la crise. Ça veut dire que généralement, on attendra 2 semaines après le début de la crise pour introduire le traitement de fond. Sinon, introduire un traitement de fond inhibiteur de la xanthine oxydase pendant la crise, c'est un bon moyen pour pouvoir entretenir la crise. C'est-à-dire en baissant aussi rapidement et drastiquement l'uricémie dans le sang, on dissout en même temps les cristaux qui sont déposés au niveau de l'articulation. Et cela pourrait entraîner une mobilisation de ces cristaux et entraîner une crise chez un patient. Donc, j'ai rappelé que le traitement de fond ne doit pas être introduit pendant la crise. Il faut attendre minimum 15 jours après le début de la crise pour introduire le traitement. Sinon, on entre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en baissant l'uricémie au moment de la crise, on pourrait... alors, en ce moment-là, mobiliser les cristaux qui sont au niveau de l'articulation et recréer une crise chez un patient ou entretenir la crise. Et je vous ai parlé ici de garder la colchicine pour un besoin plutôt cardiovasculaire, mais garder 0,5 mg de colchicine sur 6 mois permet aussi aux patients chez qui on introduit un traitement de fond de ne pas faire une crise pendant, au moment de l'introduction du traitement. Le risque ici, c'est quoi? C'est que le patient qui fait sa crise après avoir pris un traitement de fond, sachant que le traitement de fond doit être pris au long cours, si ce n'est à vie,
que le patient puisse refuser de prendre le traitement ou arrêter de prendre le traitement parce qu'il a eu mal après avoir pris votre traitement. Donc, il faudra, là, dans ce contexte, bien expliquer au patient qu'on va introduire le traitement et qu'on gardera le traitement de la crise pendant quelques jours, le temps de passer la période où le patient peut faire sa crise sous traitement de fond. Voilà. J'ai mis cette diapositive, elle concerne très peu le noir africain, mais on est médecin, on soignera peut-être partout. On sait par exemple que chez les Asiatiques, cette publication qui concerne beaucoup plus les Asiatiques, la présence du gène HLA B5801 est associée à une grande quantité d'effets indésirables liés à l'allopurinol. Donc, chez des patients, si vous vous retrouvez devant un patient asiatique qui fait une crise de goutte, essayez de réfléchir à 2 fois avant de lui donner l'allopurinol parce qu'on sait que ce gène est très présent dans la population asiatique et que ça les expose à faire des événements allergiques graves sous allopurinol qu'on a parfois du mal à récupérer. Donc, chez un patient asiatique, préférez du Febuxostat à la place de l'allopurinol. Alors, quel est le take-home message? Donc, on rappelle juste que la goutte, c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Il est associé souvent à des comorbidités, aussi liées à l'âge des patients. La première ligne du traitement de la crise, aujourd'hui, c'est des petites doses de colchicine. On a vu pourquoi, ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sachant qu'on peut aussi utiliser pour le traitement de la crise des corticoïdes par voie générale ou injectables. Les anti-IL-1 ne sont pas encore disponibles dans notre milieu. L'éducation thérapeutique est très importante pour nos patients dans l'alimentation, mais on sait aujourd'hui aussi, je l'ai rappelé, que la goutte est une maladie a priori d'origine rénale liée à un polymorphisme de certaines molécules du transportasome de l'acide urique. Donc je disais que l'éducation thérapeutique est très importante. Il faudra éduquer le patient sur le plan déjà de son alimentation, lui expliquer par exemple que la viande rouge serait à éviter, l'alcool, les sodas aussi, tout en sachant que je vous ai dit que la goutte, aujourd'hui, de plus en plus, on sait que c'est une maladie d'origine rénale liée à un polymorphisme des protéines du transportasome de l'acide urique au niveau du tube contourné proximal rénal. Donc, lâcher un peu du lest chez les patients, ne pas être trop strict, sinon on risque de perdre nos patients. Plutôt être strict et bien expliquer aux patients que l'adhérence au traitement est très important. Sinon, donc je rappelle aussi tout simplement les précautions liées à l'utilisation des traitements, la colchicine par exemple, avec les autres traitements qui utilisent le cytochrome P400, passent par les cytochrome P450, 3A4 et les interactions médicamenteuses, par exemple avec l'allopurinol pour les patients asiatiques, allopurinol fonction rénale. Je vous remercie.